bonjour à tous, merci d'être là. Et en fait, merci surtout de nous avoir soutenus depuis le printemps dernier où on avait finalement fait de nombreux webinaires pendant le confinement. Et vous étiez plus de 1200 personnes qui nous ont suivis. Donc, nous avons souhaité poursuivre nos rendez-vous de défis et controverses en commençant par une série de 2 webinaires sur la transition alimentaire. Ce thème sera traité dans notre numéro de décembre de l'autre cuisine. Pour ce premier volet, aujourd'hui, nous aborderons la transition alimentaire en amont de l'assiette et de la disponibilité du vivant. Nous vous proposerons un deuxième volet le 17 décembre à 17 h pour évoquer la transition alimentaire sous l'angle de la transformation durable. Vous trouverez dans la petite fenêtre conversée les liens nécessaires pour vous inscrire à ce deuxième volet du webinaire, la transition alimentaire, donc deuxième volet. Et vous pouvez aussi, il y aura un lien pour vous abonner à l'autre cuisine et adhérer à notre association Cantine Responsable, dont François Mauvet est là et nous accompagne dans ces défis et controverses. Aujourd'hui, pour en parler, vous verrez, nous avons réuni 3 experts. Donc, très rapidement, je vous les représenterai tout à l'heure. Gilles Boeuf, biologiste et président d'Éthique Océan. Ève Fouilleux, directrice de recherche au CNRS en sciences politiques. Et nous retrouvons Bruno Parmentier, ingénieur, économiste et surtout auteur de nombreux ouvrages. Chacun d'eux viendra dresser un panorama des enjeux politiques, écologiques, socio-économiques sous l'angle de la transition et donner à voir des solutions. Car si la maison brûle, les alternatives existent. Ce terme transition nous évoque des lieux de passage, de transit, de voyage, aires d'autoroute, halls d'aéroport, même si aujourd'hui ce n'est plus trop possible. Ce terme nous fait même rêver avec son suffixe qui lui apporte un peu de coquetterie. Transition, ça ressemble à ambition, prévision, condition. Pourtant, la transition apparaît aujourd'hui comme une injonction, comme une alerte face à la montée des préoccupations sociales, économiques et environnementales. Ce concept de transition, utilisé en sciences physiques ou chimiques pour décrire le passage d'un état à un autre, recouvre en réalité de multiples formes de changement sociétal. On parle ainsi de transition écologique, de transition énergétique, mais aussi de transition alimentaire. Pour certains experts, transition est sans doute le terme le moins adapté aux situations de crise qui demandent d'agir de toute urgence. Pour d'autres, il en résulte l'apparition d'une nécessité impérieuse de changement des modèles de production agricole, de distribution et de consommation. Philippe Mauguin, président de l'INRAE, déclare dans Les Échos « Le défi alimentaire est compliqué aujourd'hui et le sera encore plus demain ». Pour le philosophe Dominique Bourg, il souligne « Jusqu'au rapport du GIEC de 2018, on pensait avoir le temps de se préparer, d'effectuer une transition écologique. Maintenant, nous le savons, ce qui était dans la tête des scientifiques du climat a fini par entrer dans la tête de monsieur et de madame tout le monde. Si on veut réduire nos émissions de moitié d'ici 2030, ça veut dire qu'on aurait dû les stabiliser en 2020 et qu'à partir de 2021, on doit diminuer nos émissions de 4% par an. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, notre alimentation pèse lourd, très lourd, si nous continuons à agir sans discernement comme nous le faisons. À ce jour, nous aurions connu 5 grandes transitions alimentaires. La première transition, vous vous en souvenez, il y a 400 000 ans, lorsque les ancêtres de l'Homo sapiens ont commencé à utiliser le feu pour préparer leurs repas. La seconde correspond à la domestication de certaines espèces animales et végétales il y a environ 12 000 ans en Mésopotamie. La troisième transition correspond à l'essor des grandes cités dans plusieurs régions du monde, comme Babylone, au Proche-Orient, aux alentours de 1800 ans avant Jésus-Christ. Cette période marque le début d'une division du travail entre agriculteurs et les nouveaux métiers de la transformation et du commerce alimentaire. La quatrième transition est celle de l'industrialisation et de l'intégration au marché du système alimentaire, dont on peut dater l'origine au milieu du 19e siècle en Amérique du Nord et au début du 20e en Europe. Cette étape agro-industrielle se caractérise
par une intensification chimique, génétique et mécanique. Une standardisation des produits, une réduction de la préparation et du temps des repas, une disponibilité alimentaire accrue, une chute des prix des aliments, une sécurité alimentaire améliorée. Cette agro-industrialisation a cependant entraîné des externalités négatives, comme les maladies chroniques d'origine alimentaire, l'exode rural, la dégradation des sols, les pollutions chimiques et physiques, et la contribution importante de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre. Ces 4 transitions alimentaires se sont succédées à un rythme de plus en plus rapide. Et la 5e apparaît en ce début du siècle. Celle-ci s'inscrit dans une évolution de la demande plus importante de qualité dans notre alimentation, à la fois sanitaire, organoleptique, nutritionnelle, environnementale, sociale et culturelle. L'engouement pour les produits bio et locaux fait partie de cette exigence. Bonjour à tous. Comme Laurent vient de le dire, le lien entre l'alimentation et le territoire occupe une place croissante dans les réflexions de cette transition alimentaire. Pour la grande majorité des experts, les systèmes alternatifs de demain seront fondés sur les proximités agricoles, alimentaires, non alimentaires, la transformation industrielle locale et sur la réduction du nombre d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs, circuits courts et ou de proximité. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 participe d'une telle approche et a instauré en France les projets alimentaires territoriaux, les PAT, dont l'objectif est d'accompagner la transition des systèmes agricoles et alimentaires vers des modèles plus durables. Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, les PAT doivent être élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Ils s'appuient sur un diagnostic environnemental, économique et social partagé. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre la précarité alimentaire et au développement des circuits courts et de la production biologique. Les PAT sont donc un terrain privilégié d'expérimentation et de développement de la transition alimentaire. L'enjeu d'une transition alimentaire réussie est donc l'adaptation des filières et des territoires à une nouvelle configuration des marchés, impulsée par la pression croissante des consommateurs, par certains prescripteurs, et on y viendra tout à l'heure, par les instances gouvernementales. Ces différents acteurs mobilisent les opportunités générées par les crises pour en prendre en compte l'impératif de durabilité. Les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, constituent une base institutionnelle. Sur 17 objectifs, 9 concernent directement ou indirectement le système alimentaire et touchent 3 domaines. La santé, avec l'assurance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, le développement économique, notamment des zones rurales en privilégiant la création d'emplois, et enfin la préservation des ressources naturelles, la terre, l'eau, la biodiversité et le climat. Ces objectifs interdépendants appellent une approche prospective systémique, pluridisciplinaire et multi-acteurs. Pour les atteindre, un recours à des innovations pertinentes et utiles est nécessaire, puisqu'il s'agit d'une transition et non pas d'un scénario de continuité. Cette nouvelle transition alimentaire doit apporter un frein à la surproduction et au gaspillage en priorité. Elle annonce une société agissant dans plus de sobriété. Cette sobriété passe par un ajustement du régime alimentaire aux besoins nutritionnels, avec notamment dans les pays à haut revenu une substitution partielle des protéines animales par des protéines végétales et une diversité accrue de cette alimentation. Ces mesures sont préconisées en France par la déclinaison conjointe et du PNNS, Programme national nutrition santé, et du Programme national pour l'alimentation, PNA. Une nouvelle évolution aurait un impact positif sur la santé et sur l'utilisation des ressources naturelles, les émissions de gaz à effet de serre, l'environnement et enfin aussi sur la balance commerciale. Le nouveau cap vers une alimentation durable, responsable et équitable doit se matérialiser par une intervention soutenue des pouvoirs publics à tous les niveaux. Au niveau local sur les territoires, on parlait des PAT, au niveau régional, car les conseils régionaux sont autorités de gestion du deuxième pilier de la politique agricole commune, au niveau national, de l'État évidemment, et au niveau européen. En France, le chantier ouvert par la loi Egalim d'octobre 2018 doit être prolongé par une loi alimentation durable ambitieuse. Il y a donc urgence à réguler les systèmes alimentaires pour anticiper le choc des crises et améliorer ce bien commun que représente notre alimentation. Qui peut le faire? Le citoyen, le consommateur, les politiques.
encore faut-il que l'idée se mue en réalité. Laurent, présente-nous nos invités. Merci beaucoup, François. Donc, nos trois invités, aujourd'hui, nous avons la chance de réunir, commencer par Ève Fouilleux, qui est directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, membre du laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société, le LISIS, et de l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, et vous êtes aussi chercheuse associée à l'UMR Moissa du CIRAD à Montpellier. Vous avez publié récemment un ouvrage avec Laura Michel, un ouvrage collectif intitulé « Quand l'alimentation se fait politique » aux presses universitaires de Rennes, un ouvrage que je conseille à tout le monde, à tous nos auditeurs de consulter. Nous avons la chance de retrouver Bruno Parmentier, en fait, vous nous parlerez du local, c'est peut-être l'Europe, c'est la question des circuits courts. Bruno, vous êtes, vous, auteur très prolixe, et vos derniers ouvrages, c'est Nourrir l'humanité, Fin zéro aux éditions de la Découverte, Manger tous et bien aux éditions du Seuil, Agriculture, alimentation et réchauffement climatique. En plus, vous êtes très, très actif. Vous avez un blog, nourrirmanger.fr. Et on peut vous voir sur la chaîne YouTube nourrir-manger.com. Et enfin, notre invité, par qui nous allons commencer, Gilles Boeuf. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Université, également professeur consultant à AgroParisTech et chargé de cours à l'IEP. Vous avez été président du Muséum national d'histoire naturelle, professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, et président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Vous avez passé 2 années au cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association Éthique Océan, une association que nous soutenons énormément, qui publie un guide de la pêche très, très intéressant, vraiment unique, et que donc vous retrouvez les petites chroniques d'Éthique Océan dans notre magazine Notre Cuisine. Gilles, en fait, qu'est-ce que cette introduction, qu'est-ce que ce thème de la transition alimentaire évoque pour vous? Des relations évidentes pour tout être vivant. Je pense que… Revenons à Lucie. Tout à l'heure, nos amis parlaient de l'origine africaine de l'humanité. Ça, c'est très clair, la génétique est formelle. Sapiens, il vient tard, il vient entre 400 et 300 000 ans, mais la domestication du feu était largement avant cela par des erectus, il y a plus d'1 million d'années. La première chose, c'est que chaque être vivant qui peut se poser la question, chaque matin se dit, pensez à Lucie, 3,2 millions d'années, petite femme d'Australopithèque, elle se disait, est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Et puis aussi, dans ces conditions où elle vivait, est-ce que je ne vais pas moi-même être mangé aujourd'hui? Et je crois que ça, c'est les questions absolument fondamentales. On les a un petit peu perdues, et encore, on a beaucoup de gens sur la planète et autour de nous, même en France, qui se demandent la question, que vont-ils manger aujourd'hui? Que vont-ils donner à manger à leurs enfants demain? Et récemment, je faisais une conférence à l'île de la Réunion. Bruno connaît, et puis je disais à des gens, est-ce que je ne vais pas être mangé aujourd'hui? Je ne pouvais pas aller me baigner à la plage du Boucan-Canotte parce que quelques requins bulldogs avaient mangé quelques surfeurs. Donc, ça peut encore arriver, vous voyez. Ça avait une résonance particulière. Vous avez vu qu'il y a un groupe de scientifiques qui était attaqué par un requin en Nouvelle-Calédonie encore hier. Bon. Ça veut dire que c'est la relation immédiate de tout vivant avec le vivant. Ça veut dire qu'il faut se nourrir, s'alimenter. Ça, c'est vrai pour les bactéries, pour les protistes, pour les champignons, les plantes et les animaux. Tous ces groupes-là constituent le vivant au sens très large. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Et aujourd'hui, finalement, regardez, quand vous avez des animaux domestiques, vous allez les nourrir. Et je me souviens, moi, de pêcheurs qui, à l'époque, avaient passé leur vie à pêcher des poissons, mais qui ne les avaient jamais nourris, devenus aquaculteurs au sud du Finistère et qui n'avaient pas nourri leurs truites. Alors, je leur dis, mais attendez, comment ça se passe? Jamais un paysan n'aurait fait cela. Le paysan, dans ses gènes, il a le fait qu'il faut qu'il nourrisse ses animaux, quels qu'ils soient. Donc, c'est intéressant. Alors, il me dit, la truite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit de l'eau. Je dis, toi, tu crois qu'en buvant de l'eau, tu vas grandir et grossir? Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez que c'est intéressant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les paysans devenus aquaculteurs étaient meilleurs que les pêcheurs devenus aquaculteurs, parce que ça fait partie de la vitalité, de l'essence même qu'on évoquait tout à l'heure. Le sens et l'essence. C'est bien remis ta remarque aussi tout à l'heure, Laurent.
Donc, l'alimentation, pour moi, elle est tellement, tellement importante. Et c'est vrai qu'on a perdu dans nos civilisations récentes ces relations-là, en fait, dans les disparités effroyables déjà de niveaux sociaux. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup battu. Quand on regarde après la Seconde Guerre mondiale, comment c'est parti, on a dit au monde agricole, et la France est un pays qui est très agricole, évidemment, bien sûr. Hein, 67 millions d'habitants, des territoires arables. J'ai vécu 4 années au Chili. Au Chili, vous avez 4% de territoire cultivable. Alors imaginez la France, c'est une pure merveille, hein, carrefour de pays au sein de l'Europe avec bon, la haute montagne, pas tant que ça, un océan pas si terrible que ça. Donc c'est vrai qu'on est dans une zone où ça a toujours été important. Et puis on a dit aux gens, bah, écoutez, voilà, multipliez-vous. Ça a été une catastrophe des fameuses 30 glorieuses, hein, quand on voit comment c'est parti. On était en 1945 au niveau de la planète, hein, Hiroshima, pour moi, c'est vraiment la limite de l'anthropocène. L'humain est capable, par sa créativité, son inventivité, sa technique, sa science, de simuler un événement qui ressemble, par exemple, à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Je tue en quelques minutes 60 000 personnes. Le Vésuve, l'humain n'y est pour rien. Et là, on le crée. Donc, pour moi, c'est vraiment une date charnière. Puis, c'est aussi l'explosion de la démographie. On était un tout petit peu plus de 2 milliards en 1945. On arrive à 8 aujourd'hui. Donc, j'écoutais tout à l'heure mes amis quand on parle de ça, évidemment. Alors, on dit au monde agricole, produisez, produisez, produisez. Et puis là, on est allé vers une tendance qui a été assez destructrice pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle le low cost. En disant aux gens, en leur faisant croire qu'ils peuvent bien manger en payant le moins cher possible. Et ça, pour moi, c'est aussi délétère pour le consommateur que pour le producteur, que pour le paysan lui-même. Je préfère infiniment le terme de paysan à celui d'exploitant agricole. Hein. C'est très important pour nous, ça, ce matin. Donc voilà, manger, oui. Alors, je prends quelques chiffres. 1840 en France, 1500 kilocalories par Français. On est au double aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? Infiniment plus sucré, infiniment plus salé, infiniment plus gras par rapport à ces époques particulières. Je disais un jour à un homme politique, mais quand j'étais, moi, un petit garçon élevé à la Pointe Bretonne, à la fin des années 50, les pauvres, ils étaient maigres. Maintenant, les pauvres, ils sont gros. Alors là, il y a une vraie question qui est posée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et surtout, ce qui est terrible, et ça, c'est mon principal grief à nos civilisations aujourd'hui, y compris chez nous en France, hein, c'est de laisser des gens, parce qu'ils sont pauvres, manger vraiment des saletés. Voilà. Et je me retiens pour ne pas dire saloperie. Alors, on me dit, vous avez vu ce conflit entre une députée qui a dit l'autre jour, on peut très bien manger en payant à des prix qui sont bas. Ça a créé effectivement une polémique qui a enflé. Sur le fond, la question est là. Et quel est le défi dans ce monde agricole aujourd'hui? On leur dit, produisez plus, parce que nous nous sommes multipliés, et nous continuons, ça c'est clair, le moins cher possible, ça aussi c'est quelque chose qui est discutable, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. Ça, Bruno connaît bien ce thème-là. Parce que moi, en écologue, en défenseur de la biodiversité, je veux garder mes zones humides. Je veux garder ma forêt tropicale humide. Ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez le vivant et la biodiversité, si on ramène ça à un catalogue, 3 zones du monde qui sont le bassin du Congo, l'Amazonie, et en Asie, les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis Bornéo, contiennent plus de la moitié de toutes les espèces vivantes décrites sur la Terre et que nous avons au sein des collections du muséum. Plus de la moitié. Et ce monde agricole, il a ce défi en permanence. Alors, produire plus, sans augmenter les surfaces agricoles, et puis, attention, pas cher, et puis sans empoisonner les gens. C'est ça la question d'aujourd'hui. Moi, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé en Martinique et en Guadeloupe avec l'usage de la chlordécone dans les années 90. Là, il faut reprendre le thème, hein, qu'on arrête de nous raconter des tas de trucs. On a sciemment, certaines personnes ont demandé des dérogations pour l'usage d'un produit que l'on savait terriblement toxique et dangereux et qui nous a empoisonné nos sols pour des dizaines, peut-être centaines d'années, pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane. Je suis désolé. Je ne peux pas soutenir un monde politique comme celui-là. Et au sein du monde agricole, aujourd'hui, c'est clair que je comprends leur dilemme. Hein. Produire plus, bien sûr, mais sans empoisonner les gens, c'est tellement évident. Hein.
Hier, gentiment, notre ami de l'INRA m'a envoyé le papier de mes amis de Chizé sur la prolifération extraordinaire des néonicotinoïdes dans les sols autour de Chizé, y compris dans les vers de terre. Bien sûr, on le subodorait depuis longtemps. Nos amis de Chizé ont publié il y a maintenant plus de 8 ans un travail fait avec le monde agricole, hein, avec des paysans, avec leur usage classique de pesticides, herbicides, et puis à côté, les mêmes avec 2 fois moins de substances. Eh bien, c'est spectaculaire. Il démontre qu'on gagne plus d'argent et en plus, on fait moins de dommages sur la santé de l'environnement et des consommateurs en ayant beaucoup moins. Mais on fait de la polyculture. J'ai un ami qui fait de la polyculture. Il fait ses petits pois sur son blé, un peu dans la même région. C'est magique. Et il me dit en plus, alors je mets ma hauteur de fauche un peu plus haute quand je fais mes petits pois. Je récolte un petit peu moins que le voisin qui fait que des céréales classiques. 2% moins, pas plus que ça. Hein. Mais je fais mes petits pois. Et à la fin de l'année, je vends mon blé et mes petits pois. Et j'ai utilisé infiniment moins de molécules dangereuses. Et vous savez qu'un écologue comme moi, il y a vraiment une obsession agricole. Et quels que soient les partis, j'ai vu là sur la PAC, il y a quand même encore des lobbies qui se sont installés pour empêcher le verdissement. Moi, je comprends quand on me dit, Gilles, il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est clair, hein. Un paysan français ne doit pas être effectivement maltraité par d'autres types d'agriculture. On doit être égaux devant les prix, devant l'accès au marché, devant la distribution. Je suis d'accord là-dessus. Mais quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est qu'on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. C'est mon principal grief. Si moi, il y avait eu une décision à prendre immédiate après, le jour d'après, après la Covid, ramener de la vie dans nos sols, ramener de la matière organique, ramener du vivant. Il n'y a pas que les vers de terre. Hein. Je lui dis souvent à mes étudiants, moi qui aime la biodiversité, puis qui suis plutôt sur l'océan, il y a 2 fois plus d'espèces connues dans les sols de la Terre que dans tout l'océan mondial. 26% des espèces connues. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? 2,4 millions d'espèces. En France, c'est nos spécialités au muséum. Allez, on arrive à 100 000. Hein. Et ça en tête. À peu près 100 000 espèces vivantes en France. Bactéries, protistes, champignons, plantes, animaux. Connus, hein. Il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr. Eh bien, le quart est dans les sols. Et seulement la moitié de ça dans l'océan. Vous allez me dire, on connaît moins l'océan, peut-être, mais ça ne change pas grand-chose, en fait. Hein. Et ce qui est intéressant dans les sols, c'est qu'on voit que ce n'est pas les sols tropicaux les plus riches, finalement, par rapport à nos sols de nos régions tempérées. Donc, produire de l'alimentation pour tous, dans des conditions économiques acceptables, on ne le fera pas, sans ramener du vivant dans les sols. Et c'est pour ça que je dis souvent, allez, un petit coquelicot de temps en temps, ça réchauffe le cœur, finalement. Même si ce n'est pas bien sûr la mission propre du paysan de faire que des coquelicots. Donc, c'est là que, voilà, la transition alimentaire, elle est là. Qu'est-ce qu'on mange? Infiniment plus d'éducation. Et surtout, aider les gens qui n'en ont pas les moyens à manger correctement. Pour moi, toute femme enceinte doit éviter de manger autre chose que des produits pas traités par ces produits. Ces produits sont terriblement impactants sur le développement cérébral des bébés, la santé de la maman. Alors, des gens pauvres, ben, il faut les aider. Je suis désolé, il y a un système aujourd'hui où on doit aider les gens à manger correctement. Et ça ne va pas être répercuté uniquement sur le monde agricole. Le jour où on paiera décemment nos paysans, ils arrêteront ces produits particuliers. Vous voyez, l'ensemble, il est là. Et là, avec tous mes amis qui sont là, ça demande tellement de recherche, ce développement agronomique, cette transition alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange? Dans quelles conditions? Et je vais revenir justement à ces effets, non seulement sur la qualité de ce qu'on va manger. Moi, j'aime bien un bon vin aussi, j'aime bien. Mais qu'est-ce que je vais trouver dedans si on continue à mettre des substances toxiques dans des vins qui valent? Je ne m'achète pas cela. Moi, je n'ai pas les moyens, professeur d'université. 300 ou 400 € la bouteille, c'est terminé le business. Hein. Puis je comprends, ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Et je vois maintenant, moi, j'ai travaillé beaucoup. J'ai été vigneron, hein, ça c'est fantastique. Quand j'ai pris la direction du laboratoire Aragois à Banyuls, il y a 20 ans, je devenais vigneron parce que quelqu'un avait offert au laboratoire 10 hectares de Banyuls et de Collioure. Bon, j'ai découvert le métier, superbe. Mais je me suis souvent, bien sûr, accroché avec certains qui me disaient nous, on connaît les chemins de contrebandier et on passe en Espagne chercher des produits qui sont interdits en France. Mais je dis arrêtez cela. Quelle image de votre produit vous donnez? Et maintenant, je travaille avec les vignerons du Saint-Émilion et du Médoc. On a des discussions, mais ce qui me fait quand même plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de coquelicots dans les champs et on passe à de la polyculture de plus en plus. On met des arbres maintenant. J'ai des amis qui sont à Saint-Émilion, qui ont
des parcelles qui n'ont jamais reçu, vous imaginez, jamais le moindre pesticide. Les vieilles tantes n'en voulaient pas. Mais c'est magique. Qu'est-ce que valent comme ça quelques hectares en plein Saint-Émilion qui n'ont jamais été traités? Et ils font de très bonnes choses. La question, elle est là. Dire aux gens, étudiez ce que vous mangez, quitte à payer un peu plus cher, un peu plus cher. Je dis souvent moi, à mes amis qui sont industriels ou paysans, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens acceptent de payer un peu plus cher les produits qui sont vertueux? C'est une vraie question, ça. Alors vous me direz, mais il faut pouvoir le faire, bien sûr, mais je vous assure qu'on trouve à l'effondrement de la proportion d'alimentation dans le panier du consommateur, c'est terrible. On achète un tas de trucs qui servent à rien. Il faut le plus grand écran plat, il faut changer son smartphone tous les 6 mois. C'est pas ça. Et récemment, j'ai vécu dans ma chair un moment difficile. J'étais avec des jeunes à qui on avait offert l'accès à une goélette à Douarnenez l'été dernier pour aller se promener de Douarnenez à l'île de Groix. On a eu un merveilleux moment de temps fantastique, sans vent, du soleil, des dauphins partout au large de Groix. Et bien le soir, on a dû rentrer à Lorient parce qu'on ne pouvait pas passer la nuit là-bas parce qu'il n'y avait pas de réseau. Ben voilà. Vous voyez qu'on est sur quelque chose où l'éducation est tellement importante. Donc moi, dans la transition, j'aime pas trop le terme de transition, tout à l'heure, tu l'as dit aussi, bien sûr, Laurent, parce que faire une transition, c'est d'abord savoir où on est en ce moment, et deuxièmement, savoir où on va demain. C'est pas très clair. Hein. Pendant le confinement, qu'est-ce qu'on a bouffé? Hein? Des pizzas sans tomates, ça existe, c'est sur le marché. Et c'est là que Thierry Marx, qui est un grand ami, et un grand ami de la bonne bouffe, me dit « Jamais je ne servirai une tomate dans un restaurant Thierry Marx entre novembre et puis mai. » Et puis on apprend la saisonnalité. Dans mon jardin à Douarnenez, j'y vais encore, j'ai récolté 3000 kiwis, mais depuis 10 jours. Donc je n'ai pas mangé un kiwi entre août et novembre. C'est tout ça qu'il faut remettre effectivement sur le système. Rééduquer les gens, expliquer que la malbouffe amène à des désordres qui sont vraiment dramatiques. Et je terminerai sur les effets de cette malbouffe sur la toxicité, sur l'agression de la Covid-19. Qu'est-ce qu'il tue dans les salles de réanimation de nos hôpitaux qui ont été débordés parce qu'on avait oublié que ça allait arriver? Moi, je peux discuter avec tout le monde, confinement comme ça, pas comme ça, on peut tout discuter. C'est très difficile, hein. Je me mets à la place du gouvernement. Là où, par contre, je ne transige pas du tout et je me fâche, c'est quand on me dit « on ne savait pas ». C'est totalement faux. On l'a écrit depuis 2003. Nos amis asiatiques, qu'on prend toujours pour bien moins débrouillards que nous, Taïwan n'a pas 50 morts. La Corée du Sud, 300. On en est à 40 000. Et c'est vrai que, parce que ces gens-là font attention, sont beaucoup plus disciplinés. Ils n'ont pas du tout eu les choses très coercitives qu'ont vécu les Chinois. Hein. Ce qui a été fait en Chine, je ne pense pas que les Français étaient prêts à l'accepter, moi non plus d'ailleurs. Hein. Quel prix on paye pour rester en bonne santé? C'est la vraie question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du système. Comment cette transition alimentaire nous permettra de nourrir tout le monde dans des bonnes conditions et qu'on n'accepte pas tous collectivement que parce qu'on n'a pas d'argent, on mange super mal. Et je reviens à la Covid-19, il a tué 84% de gens en surcharge pondérale, les 3/4 en diabète de type 2, les 3/4 en hypertension artérielle, presque tous sans aucun effort physique, pas de sport, et des personnes âgées, bien évidemment. Quand vous mettez ça bout à bout, qu'est-ce qu'il tue le Covid? Des gens qui ont perdu le dialogue moléculaire entre leurs cellules humaines et les cellules de bactéries symbiotes qui vivent en nous-mêmes. Et ça, quand on sait maintenant l'importance de ce qu'on appelle le biote intestinal, les bactéries dans nous et sur nous, c'est incroyable. Il y a encore un papier cette semaine très beau qui montre, on le subodérait déjà, hein, les relations entre un déséquilibre du microbiote et la maladie d'Alzheimer. Donc, tout se revient. Et quand j'adore 2 livres qui ont été écrits par Marc-André Sellos qui s'appellent en fait « Jamais seul ». Il raconte l'histoire d'un arbre avec tout son microbiote autour. Et le second, c'est Éric Batteste, tous entrelacés, où il raconte l'histoire d'un corps humain en relation avec tout ce qui l'entoure. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Et puis, ce sont les bactéries de la maman de l'utérus qui vont aller non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé au démarrage. Le bébé met 3 ans à avoir ces bactéries à lui. Et l'alimentation est tellement en relation avec tout ça. Donc, vous voyez, et puis on ira plus loin, nous en français, on va aller jusqu'au plaisir.
Donc, bah oui, on me dit, bah, si on ne cuisine pas du tout, ce qu'on a refait pendant le confinement, là, effectivement. Et donc là, et je terminerai là-dessus, c'est toute cette question de la réharmonisation entre l'humain et le vivant non humain. Et là-dedans, l'alimentation est pour moi absolument essentielle. Donc tous, ensemble, revenons à des choses qui sont finalement du bon sens. Je crois que ce qu'on a le plus perdu depuis quelques années, c'est l'amour finalement. Merci beaucoup Gilles pour ce brillant exposé. On a déjà des questions que l'on traitera après l'intervention de nos deux autres intervenants. Je vais passer tout de suite la parole à Bruno. Je suis sûr que Bruno, vous tressaillez sur votre chaise et vous avez plein de choses à nous dire sur justement cette alimentation. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous voulez réagir déjà à ce que Gilles a dit? Et ce que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est cette géographie de notre alimentation. Bon, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gilles, mais bon, moi, je voudrais donner une note optimiste. Voilà. Évidemment qu'on va s'en sortir. Enfin, cette histoire de dire ça y est, on va tous crever la bouche ouverte, c'est le début, etc. Bon, il y en a même qui font plus d'enfants, etc. Bon, voilà, mais si, on va s'en sortir. Vous savez, quand on a commencé la politique agricole commune, voilà, dans les années 60, on était 3 milliards sur Terre. Maintenant, on est 7 milliards et demi. Donc, on a quand même multiplié par 2,5 les consommateurs. Voilà. Et dans les années 50, on ne mangeait pas très bien. Bon. Et donc, quelque part, on se retourne. On dit ben, aux paysans, vous avez assuré, il fallait au moins multiplier par 2,5 la production agricole mondiale. Et puis, comme le dit Gilles, vous n'allez pas abattre toutes les forêts. Hein, il faut quand même garder des champs. Enfin, il ne faut pas mettre que des champs partout. Ben, écoutez, c'est quand même ce qu'on a fait. Pour les céréales, le blé et le riz, la chose essentielle, on a multiplié par 3,5. Autrement dit, c'est quand même plus probable de trouver du pain dans nos boulangeries maintenant qu'on est 7 milliards et demi que quand on était 3 milliards. Alors pour le maïs, c'est encore plus spectaculaire, c'est multiplié par 5,5, mais etc., même les légumes, etc. On mange beaucoup mieux sur la planète de 7 milliards et demi d'habitants que quand on était 3 milliards, où déjà on mangeait moins mal que quand on était 1 milliard. Alors, on peut voir la Chine, par exemple. La Chine, ben moi, quand j'étais jeune, voilà, mes parents me disaient « Finis ton pain avec tous ces Chinois qui ont faim. » Ben, faut dire, ils étaient 700 millions, vous vous souvenez de la chanson. Et à ce moment-là, ben, il pouvait y avoir des millions de morts de faim en Chine. On dira ce qu'on voudra sur Mao Tse-tung, mais enfin, il ne touchait pas sa vie en agriculture, Mao Tse-tung. Voilà. Bien. Alors, ben, ils ont arrêté de faire des enfants, ils ont quand même multiplié par 2 la population. Et on mange beaucoup, beaucoup mieux dans une Chine d'1,3 milliard d'habitants que quand il y avait 700 millions. Ben, parce qu'ils se sont mis à faire de l'agriculture. Alors, ce progrès gigantesque de l'agriculture, en fait, il faut se rendre compte qu'il a essentiellement été dans les 30 glorieuses, entre les années 60 et 90. En fait, bon, pour les choses essentielles comme les céréales, allez, comme on n'en produisait pas beaucoup, on parlait en quintaux au lieu de tonnes. Hein. Alors, on faisait 25 quintaux de blé, 2,5 tonnes. Bon, ben maintenant, on en fait 75 quintaux, 7,5 tonnes. On sort 3 fois plus de blé sur le même champ, y compris sur des champs qui ne sont pas fertiles du tout. Par exemple, historiquement, grosso modo, on faisait du blé partout où on pouvait, et là où on ne faisait pas beaucoup de blé, eh ben, on faisait de l'élevage ou on mettait de la vigne. Au moins, la vigne, ben, elle allait chercher ces trucs plus profonds. Donc, par exemple, ben, en Champagne, ben, on ne faisait pas beaucoup de blé, on faisait de la vigne parce que la terre était mauvaise. Ben, maintenant, on sort 8 tonnes de blé sur des cailloux. Donc, on est quand même vachement bon. Mais cette augmentation de la productivité, elle s'est arrêtée dans les années 90. Parce que, en fait, on a fait ça sans rien connaître. Alors, j'imagine que Gilles appréciera ça. On ne connaît rien au vivant. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu des gens comme Gilles dire « on ne connaît que 10% des êtres vivants », je me suis demandé « mais comment il fait pour compter les 90 qu'on ne connaît pas ?» Voilà, bon. Mais enfin, la réalité, c'est qu'on ne connaît rien.
On connaît toutes les grosses bêtes, hein, les orang-outans, on les connaît, les baleines, on les connaît, mais alors dans les petites et les toutes petites, on connaît que dalle. Et en particulier, on ne connaît rien de ce qu'il y a dans notre sol. Et donc, quelque part, on a dit, ben, comme c'est bourré de petits trucs, dont certains ne doivent pas être terribles et tout, allez, je retourne tout pour recommencer à zéro, et puis je mets des poudres blanches, violettes, jaunes à pois bleus, et puis au moins ça va aller. Ben, ça a été extrêmement spectaculaire, on sort 3 fois plus de blé du même champ. Mais maintenant, les inconvénients liés à ces avantages sont arrivés. Et je vous fais humblement remarquer qu'on a progressé pendant 30 ans, on ne progresse plus depuis 30 ans. On est toujours à 75 quintaux de blé depuis les années 90. On n'est jamais passé à 90, à 110, à 120. Et en fait, les inconvénients de cette agriculture, on va dire ignare, tout chimie, tout pétrole, cette agriculture qui ne connaît pas le vivant et qui donc remplace ça en disant j'artificialise au maximum, ont rattrapé leurs avantages. Et donc, en matière de transition, ben, il faut tourner la page. Il faut enfin mettre de la matière grise. Il ne faut pas tout retourner. Ben, on s'aperçoit que la vie du sol, c'est fondamental. Et on est quand même plein d'espoir parce que les 2 systèmes de production de matière végétale qui finalement produisent le mieux au monde, ils n'ont jamais vu la charrue, ils n'ont jamais vu de néonicotinoïdes, ils n'ont jamais vu d'engrais, etc. Hein? C'est la forêt tropicale, la forêt vierge, et les prairies naturelles. Ben, c'est toute cette biodiversité qui se débrouille. Et donc, ben, il est temps de se dire, dans un gramme de terre, il y a environ 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Ben, vous en connaissez combien? Ben, rien. Ben, c'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance. Sous 1 mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. On en connaît combien? Ben, que dalle. C'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance. Et donc, il ne s'agit pas de dire on va arrêter d'utiliser tel ou tel produit, ça, c'est la conséquence. Il s'agit de dire, ça y est, on rentre enfin dans la connaissance, on va faire connaissance avec ces bactéries, ces champignons, etc., etc., et on va passer des alliances avec eux au lieu de les détruire. Alors, comment tu t'appelles? Moi, c'est Parmentier, saltimbanque, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que je peux t'aider à faire ton boulot de bactéries, etc. Et ben, finalement, on a eu raison d'attendre parce que c'est seulement maintenant qu'on va connaître cette biodiversité qu'on va pousser des alliances avec eux. Et donc, évidemment qu'il y a des espérances tout à fait raisonnables de pouvoir se nourrir, non pas à 7,5 mais à 10 milliards. On est passé de 1 milliard à 7,5, on se nourrit mieux. On va terminer le job, il y a encore 2 milliards de gens à venir, évidemment qu'on va y arriver. Mais on ne va pas y arriver en multipliant des produits chimiques de plus en plus dangereux. On va y arriver avec un surcroît de connaissances, en passant des alliances avec la nature, avec une agriculture écologique, mais intensivement écologique, parce qu'on a 10 milliards de gens, bientôt, il faut les nourrir, et que, comme l'a dit Gilles, il faut quand même garder des champs, mais il faut garder aussi des zones humides et des forêts. Bon, et donc, moi, je suis plein d'espoir, on peut y arriver. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris encore la mesure de ça. Et donc, on le voit avec un terme répressif. Bon, alors, plus de néonicotinoïdes ou plus de glyphosate, etc. Mais attendez, je m'excuse, je suis un peu provocateur, mais tout ça est parfaitement anecdotique. La chose la plus importante pour la planète, c'est arrêtons le labour. Le labour est probablement l'atteinte la plus importante que l'homme fasse à la planète. Parce que ça consiste à, en permanence, recommencer à zéro. Donc, pareil, cette idée de dire l'arbre est l'ennemi de l'agriculteur, mais c'est fou ça. Mais bien sûr que non. On produit bien plus quand il y a des arbres que quand il n'y en a pas. Bon, et donc, évidemment, ben, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'oiseaux, c'est bourré d'insectes, insecticides. Alors, quelque part, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, il faut peut-être remettre une agriculture, allez, on va se dire, où l'engrais se cultive et non pas un engrais qui se met. C'est-à-dire qu'on couvre le sol en permanence et on fait au moins 2 récoltes par an, une récolte pour manger, une récolte d'engrais, avec des mélanges de plantes, etc. Mais pareil, l'insecticide s'élève. L'insecticide, ce n'est pas des produits cancérigènes qu'il faut mettre. En fait, on va élever les bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes.
Mais de la même manière, l'herbicide, ce n'est pas un produit chimique. L'herbicide, ça se cultive. On va mettre des plantes qui couvrent les sols, qui empêchent les autres et qui se transforment en engrais. Et puis, en ville, on a retiré tous les rails des tramways en disant il faut que la voiture s'exprime. À la campagne, on a retiré toutes les haies en disant il faut que le tracteur s'exprime. Maintenant, on remet des tramways en ville, on va remettre des haies à la campagne. Et donc, moi, je suis quand même plein d'espoir. Évidemment qu'on peut y arriver. Mais est-ce que la société veut accompagner cette transition, c'est-à-dire va aider les agriculteurs à inventer cette agriculture d'intelligence, cette agriculture écologiquement intensive, cette agriculture d'alliance avec la nature. Et donc, là, la politique agricole commune, elle se place d'abord sur la répression. C'est très mauvais, si tu mets ça, tu vas être puni. Mais est-ce qu'on ne peut pas aider les gens à cette transition? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir tranquillement à comment gérer l'eau? Mais pour commencer, déjà, par exemple, attendez, il y a à peu près la moitié de la surface agricole française qui va changer demain dans les 10 ans qui viennent, parce que les agriculteurs sont vieillissants. Est-ce qu'on se rend compte de ce problème? Mais en même temps de cette chance? Qui va cultiver? Qui sont les nouveaux agriculteurs qui vont cultiver la moitié de notre surface agricole dans les 15 ou 20 ans qui viennent? Quel choix, comment on les aide, comment on les recrute, comment on les forme, comment on les installe? Et est-ce qu'on va encore garder quelques terres? Alors, le modernisme, c'est de faire des zones industrielles, des aéroports, etc. Allez, on gèle un département tous les 7 ans. Moi, j'ai envie de dire, j'ai quand même 7 petits-enfants. On ne peut pas en garder quelques départements pour se faire à manger quand même, hein, parce qu'on ne peut pas faire que… Enfin, en plus, avec le Covid, ça y est, c'est parti. Tout le monde va retourner à la campagne. Hein. Du temps de Sarkozy, être moderne, c'est d'avoir une Rolex. Et maintenant, être moderne, c'est s'installer à la campagne avec un hectare. Mais si on file un hectare à chaque famille, quand est-ce qu'on va manger, etc. Et puis, bon, mais arrêtons de dire les protéines, c'est que des animaux. Les protéines végétales, c'est absolument fondamental. Et quand est-ce qu'on se dit, le consommateur, il n'y a pas que le beefsteak dans la vie. Il y a aussi le faillot, il y a aussi la lentille, il y a aussi toutes les protéines, on peut rééquilibrer. Voilà. Et puis, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est que cette folie de dire l'Europe, elle a dit les protéines, on les importe d'Amérique du Sud avec le soja, nous on s'en fout. Mais quand j'étais jeune, par exemple, il y avait des champs de luzerne partout, etc. Mais enfin, il faut revenir à des choses un peu plus raisonnables et puis gérer l'eau ensemble. Et puis allons-y sur le réchauffement de la planète. L'agriculture est devant un énorme défi. Elle doit produire malgré le réchauffement de la planète. Or, le secteur économique qui souffre le plus du réchauffement de la planète, ce n'est pas les plombiers, ce n'est pas les marchands de téléphones portables, ce n'est pas les coiffeurs. Hein. C'est évidemment les paysans. C'est eux qui utilisent le soleil, l'eau, le rayonnement solaire, c'est eux qui craignent la grêle, c'est eux qui craignent le gel, etc. Bon, donc il faut produire malgré le réchauffement climatique. Deuxièmement, il faut produire sans réchauffer la planète. Or, l'agriculture, à elle toute seule et notre alimentation, c'est à peu près un quart du réchauffement de la planète. Et donc, il faut commencer à s'interroger sérieusement, il y a combien de gaz à effet de serre dans mon assiette? Et ça commence à dire, attendez, moins de viande, moins de produits très éloignés, moins de produits très élaborés, plus de protéines végétales, et puis des choses aussi simples que dire, tiens, je vais acheter seulement de la nourriture qui est produite sur des champs qui sont verts toute l'année. J'arrête d'acheter de la nourriture qui est produite sur des champs qui sont marrons 6 mois par an. Et je veux dire, aujourd'hui, par exemple, c'est le mois de novembre. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a un gros soleil. Il ne sert à rien le soleil, puisque les champs sont marrons. Tu as envie de dire, attendez, on veut traiter vraiment les problèmes, il faut couvrir le sol en permanence. Et il y a un troisième défi. Finalement, l'agriculture, elle doit nous nourrir sans réchauffer, et elle doit aussi refroidir la planète. Parce qu'on a balancé des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est vachement bien. Alors, il faut arrêter. Enfin, c'est difficile d'arrêter, on est quand même des drogués de chez drogués. Mais
on peut aussi se dire, ben, si on le reprenait, ben, là c'est pareil. Quelle est la profession qui peut reprendre? Comment on peut reprendre le carbone de l'atmosphère? Ben, on plante des arbres, on fait des haies, on couvre le sol en permanence. Il faut remettre dans le sol le carbone qu'on a balancé. Alors, ben, pour situer un chiffre, par exemple, il faut remettre des arbres. Bon, ok. Vous savez combien il y a d'arbres sur Terre? Il y en a 3000 milliards. Vous savez combien il faut en remettre? 1000 milliards de plus. Alors, quand on dit il faut replanter 1000 milliards d'arbres, ces gens-là sont cinglés, jamais on y arrivera. Mais quand on dit il y en a 3000 milliards, on peut peut-être passer à 4000, ah ben, peut-être oui. Mais il faut déjà arrêter. Il faut arrêter de faire flamber la forêt tropicale partout. Alors, il y en a qui disent je replante, mais enfin, pour le moment, on replante dans des déserts des petits arbres de rien du tout, alors qu'on fait flamber dans la forêt vierge des énormes arbres. Le bilan, il n'est pas génial, hein? Donc, évidemment qu'il faut remettre des arbres partout. Et tout ça, eh ben, les collectivités locales, elles sont quand même en première ligne. Il n'y a pas que eux, nous, là-bas, l'Europe et tout ça. Les collectivités locales, quand on dit les plans régionaux, etc., ce n'est pas pour dire qu'il faut manger la nourriture produite à moins de 50 km de chez moi. Ça, c'est une vue de l'esprit, ça. Enfin, c'est joli, c'est sympathique et tout. Mais enfin, quand il y a 12 milliards d'habitants à Paris, on ne va pas imaginer que les 12 milliards d'habitants mangent que de la nourriture produite à moins de 50 km de Paris. Hein. L'Île-de-France est totalement incapable de nourrir Paris. Mais soyons clairs, la Gironde est incapable de nourrir Bordeaux. L'Hérault est incapable de nourrir Montpellier. Je veux dire, il faut aller un peu plus loin. En plus, de toute façon, cette nourriture locale, on ne parle que de 20% de la nourriture. On parle des fruits, des légumes, des produits frais, etc. Pour le reste, bon, moi, ça ne me choque pas du tout quand j'habite à Angers de manger du pain avec de la farine qui vient de Champagne, bon, etc. Mais à l'inverse, s'il fallait dire aux viticulteurs de Bordeaux, du Bordelais, allez, on est local, maintenant vous vendez à Bordeaux, etc. Enfin, bon, je veux dire, notre pays, pour l'alimentation, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle l'Europe. Et on vient de le revoir pendant le confinement. On est 440 millions d'Européens. La plupart des Européens vivent dans des régions qui sont incapables de les nourrir. Les Norvégiens vivent dans des régions incapables de les nourrir, les Anglais, etc. Tout le monde a mangé. Donc ce crash test, il n'était pas si mauvais. Mais avec effectivement cette incitation, cette transition gigantesque vers une agriculture de la connaissance, vers une agriculture de l'alliance avec le vivant, au lieu de l'agriculture avec l'affrontement. Ça va bien au-delà de dire il faut tous manger bio. Bon, ça, c'est vachement bien de manger bio et manger local. Mais bon, ça restera culturel et non pas économique. Alors, c'est typique, je vais terminer là-dessus, sur la bio. La bio, on a des chiffres, parce que comme il y a un label, on peut mesurer. Alors, il y a une augmentation gigantesque de la bio, mais absolument gigantesque. C'est quand même impressionnant, hein. C'est une croissance à 2 chiffres depuis 15 à 20 ans. Bon, moyennant quoi, résultat des courses, on est passé de 2 à 6% de la nourriture bio et de 2 à 8% des surfaces en bio. Bravo, impeccable. Alors, moi qui ai l'esprit mal tourné, il y a encore 94% de la nourriture qui n'est pas bio, il faut peut-être s'en occuper aussi. Et puis, l'idée de dire, allez, on va passer à 80% de la bio, mais c'est complètement une vue de l'esprit. C'est très compliqué d'être agriculteur bio et on ne gagne souvent pas bien sa vie. Mais c'est vachement bien de manger un œuf coq comme j'ai fait ce matin, bio le matin, mais ne manger que du bio, c'est tout un changement de vie, etc. Les pays qui sont les plus fans à bio, comme l'Autriche ou la Suisse, ils en sont à 14%. Donc si on arrive à 20% de bio à terme, c'est vachement bien. Mais il faut s'occuper aussi du reste. Et s'occuper du reste, c'est de dire il faut couvrir les sols en permanence avec des haies, il faut comprendre comment est la vie et s'insérer dans la vie plutôt que lutter contre elle. Alors, le local, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas de chiffres. Parce que, bon, d'abord, on n'est pas d'accord qu'est-ce qui est local, etc. Mais le bio et le local, c'est super important. C'est d'abord un mouvement culturel et politique, ce n'est pas d'abord un mouvement économique. C'est toujours minoritaire. Mais qu'est-ce que c'est bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent en se disant « je veux avoir d'autres rapports avec la nature, je veux avoir d'autres rapports avec les autres, je veux avoir des relations ville-campagne qui sont apaisées ». Ça,
c'est super. Et donc, le local et la bio, c'est 70% des conversations. Eh bien, c'est parfait si ça passe de 5 à 6% de la consommation, et de 6 à 10 ou 12. Mais l'important, c'est que ce soit 70% des conversations. C'est une méthode fondamentale pour revoir sa propre insertion sur la planète. Et en ce sens, c'est très important. Donc, il y a plein de transitions à faire. Et deux petites idées pour finir. Le local, c'est quand même fondamental sur deux choses. Pour s'il y a des élus locaux chez nous, les cantines. Il y a 7 millions d'enfants qui mangent à midi à la cantine. Et que donc on se dise collectivement, ce serait quand même pas mal que dans la cantine de mon école, il y ait pour une bonne partie des produits dans mon département parce que je trouve que c'est sympa. Ça, je trouve ça vachement bien. Mais enfin, il faut le payer. Le poulet de mon département, il coûte plus cher que le poulet du Brésil. Moyennant quoi, comme on a toujours voulu le ticket de cantine le moins cher, 70% de la viande servie dans les cantines, elle est importée de Pologne ou du Brésil. Bon, ben, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein? Et donc ça, les collectivités locales, elles peuvent y aller. Et puis, on l'a vu avec le confinement, l'alimentation des plus pauvres. On a des systèmes d'allocation familiale, ceci, cela, et puis il y a le dernier système, le restaurant du cœur, les banques alimentaires, etc. Et on avait avec le confinement une explosion de la demande, parce que malheureusement, il y a plein de gens, les étudiants qui n'avaient plus de resto-U, les gens qui travaillaient au noir, des petits boulots, ceci, cela, les auto-entrepreneurs et tout, ils n'ont plus de revenus. Et donc, il y a plein de gens, beaucoup plus de gens qui ont besoin d'aller dans ces restaurants du cœur et les banques alimentaires. Et à l'inverse, l'approvisionnement s'est cassé la figure. Parce que pour une bonne part, l'approvisionnement de ces systèmes-là, il venait du gâchis de notre système industriel. Il venait du gâchis des restaurants. Ce n'est pas de bol, tous les restaurants sont fermés. Il n'y a plus de gâchis dans les restaurants. Donc, il y a toujours autant de nourriture en France. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Et nos systèmes de redistribution un peu primitifs qui venaient du gâchis de cette agriculture industrielle ne marchent plus. Là, c'est aux collectivités locales. Ça ne peut pas se régler à l'Europe, ça ne peut pas se régler à la nation, ça se règle dans une ville, ça. Comment faire pour approvisionner les gens qui ont besoin de secours alimentaires dans ma ville? Le mieux, c'est qu'il y en ait moins, mais à court terme, il y en a. Il faut un principe de réalité. Donc ça, c'est quand même des choses très importantes pour les collectivités locales. J'étais trop long comme d'habitude, mais votre attention. Merci beaucoup Bruno. Oui, on a un peu débordé, mais on va déborder, je pense, jusqu'à 12h30. Ève, comment vous sentez-vous face à ce champ cérébral qu'il faut démêler? Oui, effectivement, je vais avoir un regard sans doute un peu différent sur ce qui vient d'être dit. Mon propos va porter principalement sur le rôle des politiques publiques dans la transition alimentaire et le rôle bien plus grand en fait qu'elle devrait jouer. Mon argument principal, c'est que pour être efficiente, cette transition alimentaire, elle doit engager des changements systémiques radicaux en termes d'organisation du système alimentaire et elle doit être soutenue, cette transition. Ces changements radicaux, ils doivent être soutenus par des politiques publiques beaucoup plus volontaristes que c'est le cas actuellement. Et l'idée derrière, c'est qu'en gros, il y a des freins énormes actuels à la transition. Je suis beaucoup moins optimiste que Bruno, malheureusement. Il y a des freins très forts qui ne sont pas des freins techniques, mais qui sont avant tout des freins politiques. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous décrire maintenant. D'abord, en présentant rapidement les caractéristiques socio-techniques du système alimentaire actuel, qui sont très importantes à avoir en tête pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à changer. Ensuite, j'évoquerai très rapidement, parce que ça a été déjà évoqué par plusieurs intervenants, les différentes crises que traverse ce système alimentaire. Et je m'intéresserai enfin sur les solutions pour essayer de sortir de ce problème et le rôle que peut avoir ces fameuses politiques publiques. Alors, le système alimentaire actuel, qu'on appelle le système alimentaire agro-industriel, comment il fonctionne? On va voir d'abord le côté agricole et ensuite la dimension plus alimentaire. Côté agricole, il y a 3 dimensions fondamentales qu'il faut avoir en tête pour comprendre comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne aussi. C'est un modèle qui est avant tout orienté vers la productivité, vers une production de masse standardisée et vers l'idée de produire plus.
La caractéristique principale, c'est qu'il est hyper spécialisé par exploitation. Ça s'est traduit dans des identités professionnelles qui sont maintenant celles d'un agriculteur qui va dire « je suis producteur laitier, je suis céréalier, je suis betteravier, je suis naisseur ou je suis engraisseur ». Bref, on a une spécialisation très forte du milieu agricole et une spécialisation individuelle qui se prolonge aussi au niveau régional, avec aussi des bassins de transformation qui sont organisés autour de ces spécialisations régionales, comme on le reverra tout à l'heure dans la partie alimentation. Et cette spécialisation, ce qu'il faut bien voir, c'est par quoi elle est rendue possible. Elle est rendue possible par la chimie. La chimie, c'est un élément majeur de l'agriculture qui est souvent invisibilisé dans les débats, on n'en parle pas comme ça, mais la chimie, c'est les engrais minéraux d'une part, et puis les pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, et puis les médicaments qui sont utilisés massivement. Je rappelle que la France est le premier utilisateur européen de pesticides, c'est le deuxième ou le troisième en fonction des années consommateur mondial de pesticides. Bref, on utilise massivement la chimie. Et pourquoi elle permet la spécialisation? Parce que d'une part, les engrais, ils permettent la séparation qui s'est produite depuis des années d'après-guerre jusqu'à maintenant, la séparation entre production animale et production végétale. Autrefois, on avait besoin des animaux sur l'exploitation pour apporter de la fertilité aux productions végétales, apporter des engrais, voilà, de la fertilité organique. Donc, les engrais minéraux arrivent et permettent cette dissociation-là, et ensuite, les pesticides permettent la concentration, la spécialisation sur de grandes surfaces, que ce soit en production végétale ou la concentration avec un très grand nombre d'animaux dans une promiscuité très forte. C'est le cas de l'élevage intensif. Donc, vraiment, c'est très important pour moi d'avoir bien conscience de cette spécialisation très forte de l'agriculture et de l'agriculture moderne, disons, permise par la chimie. C'est vraiment un point central d'organisation du système sociotechnique. Et sur le plan socio-structurel, bon, la tendance est à l'agrandissement constant des exploitations, qui est corrélé bien sûr à une baisse du nombre d'agriculteurs, puisque si on a des exploitations de plus en plus grandes, on a logiquement moins d'agriculteurs, et une main-d'œuvre par hectare qui est de plus en plus faible aussi, et une individualisation très forte et toujours plus grande du travail de l'agriculteur. Ça a été bien décrit par des collègues sociologues qui ont analysé l'évolution du métier d'agriculteur. Donc ça, c'est vraiment la dimension modèle agricole dans le système alimentaire actuel. Côté alimentation, il y a aussi 3 dimensions importantes. La première, c'est qu'on a un système alimentaire qui est industriel, ça a été dit plusieurs fois, également hyper spécialisé, avec des activités très fragmentées qui vont du cracking des différents types de matières premières agricoles à des différents process de réassemblage, avec des aliments de plus en plus ultra transformés et toutes les problématiques de malbouffe qui en découlent, comme l'a bien dit Gilles, et donc un modèle appuyé sur des filières très longues, très fragmentées, avec de nombreux intermédiaires. Ce système alimentaire, il est organisé, enfin, le système industriel est organisé pour traiter des quantités massives de produits de façon standardisée, avec une importance majeure accordée aux enjeux, aux normes sanitaires. Et au niveau du consommateur, l'offre alimentaire, elle est donc produite par ces industriels de l'agroalimentaire et par un petit nombre de grands distributeurs. Et donc, c'est le principal interface d'achat de l'alimentation, c'est la grande distribution, avec un produit alimentaire final qui a son prix, qui renvoie de moins en moins à la part du prix du produit agricole initial dans le produit, et de plus en plus à des coûts de service, marketing, assurances diverses, certification, etc., publicité, etc. Donc au total, on a un système alimentaire qui se caractérise par cette centralité de la chimie et une distanciation croissante entre le consommateur et le producteur agricole et alimentaire, et avec une distance qui est à la fois géographique, à la fois cognitive, etc., avec un caractère fortement anxiogène de cette distanciation et qui est exprimé fortement par les consommateurs. Alors, ce système alimentaire, et c'est là mon principal point, c'est qu'il n'est pas sorti de nulle part, il ne s'est pas développé dans le vide, il a été dès le départ accompagné par une volonté farouche de l'État, des politiques publiques,
de le développer. Ces politiques, elles remontent à l'après-guerre. En France, dans les années 50-60, elles se sont développées autour d'une forme de référentiel de modernisation qui était c'était un référentiel global pour l'ensemble de la société française et qui s'est décliné par secteur. Et sur le plan de la profession agricole, l'idée, c'était de désenclaver les campagnes, de les sortir de la misère et de professionnaliser l'agriculture. Et donc, on a tout un tas de politiques qui ont été là pour accompagner la mise en place de ce modèle-là. Et donc, c'est ces politiques qui ensuite, maintenant, on va devoir changer, comme je vais y revenir tout à l'heure. Donc, c'est les politiques, d'abord les politiques des structures, effectivement, Bruno l'a évoqué, pour mettre en place cette agriculture dite moderne, on a rasé les haies, on a rasé les talus, on a réorganisé le parcellaire pour avoir des plus grandes exploitations. C'est les aides au départ des vieux agriculteurs pas efficaces, indemnité viagère de départ, c'est des subventions à l'installation des jeunes sur des critères avec importance de l'investissement, etc., sur ces critères de l'agriculture professionnalisée moderne, c'est la définition du statut de l'agriculteur avec un certain nombre de caractéristiques qui correspondent à ce modèle-là, etc. C'est aussi bien sûr la politique des marchés. Alors cette politique des marchés, elle s'est mise en place à partir de 1962, conférence de Stresa à Rome, la politique agricole commune autour de l'idée du grand marché européen et d'une intervention là aussi très volontariste de l'État avec des prix institutionnels très élevés, des prix garantis de la PAC qui sont l'instrument originel de cette politique-là, qui sont des prix une politique très incitative qui pousse les agriculteurs à produire toujours plus, quel que soit l'état du marché, puisque l'État garantissait le niveau élevé des prix agricoles. Des politiques industrielles, bien sûr, parce que d'une part, il fallait absorber la main-d'œuvre qui sortait massivement du secteur agricole, puisqu'on rendait plus efficace l'agriculture, on sortait de la main-d'œuvre, et donc il y avait toute la reconstruction de la France à ce moment-là, etc. Et donc le secteur industriel qui a absorbé une certaine part de main-d'œuvre. C'est aussi les politiques d'enseignement. Il fallait bien produire des cadres du ministère de l'Agriculture pour aller sur le terrain mettre en œuvre ce produit-là, ce projet de modernisation de l'agriculture. C'est les politiques de recherche, évidemment, avec des politiques autour de la sélection génétique, beaucoup avec des variétés améliorées pour accroître les rendements, des races améliorées, là encore, pour accroître les rendements en élevage, etc., etc., politique commerciale, d'aménagement du territoire, transport, etc. Je ne peux pas tout détailler. Mais l'idée, c'est que ces politiques publiques, elles ont été activement orientées à la promotion de cette agriculture moderne, donc conventionnelle, hyper spécialisée et centrée sur l'utilisation de la chimie. Et le problème, on l'a évoqué, plusieurs collègues l'ont évoqué précédemment, c'est que le système actuel, il est dans une impasse, et ça, je pense que ça fait quand même consensus, une impasse à tous les niveaux, à la fois sur le plan environnemental, avec des pollutions chimiques par les pesticides, des sols, des rivières, des nappes phréatiques, avec des résidus de pesticides dans les aliments également, pollution des eaux et de l'air, par les nitrates, problème des marées vertes, avec des menaces non seulement sur l'économie touristique, mais aussi sur la santé des êtres humains, puisqu'il y a eu des morts à cause des algues vertes. Menaces massives, Gilles l'a bien décrit, sur la biodiversité, tant par la conversion des habitats que par la chimie qui, comme il l'a dit, les produits chimiques s'accumulent dans les vers de terre, dans la biodiversité du sol, et menaçant l'ensemble de la chaîne alimentaire, puisque si des vers de terre deviennent toxiques au point d'empoisonner les oiseaux qui les mangent, etc. Moi, je veux bien qu'on arrête seulement le labour, mais si on n'arrête pas les pesticides, on n'aura pas d'effet sur la baisse de la biodiversité. Donc, des problèmes majeurs sur le plan environnemental. Sur le plan social, on a une agriculture en France qui est hyper endettée, avec des agriculteurs qui ne gagnent plus leur vie. Un tiers des agriculteurs ont moins de 350 € par mois. Je veux dire, il y a vraiment des gros soucis, avec des disparités très fortes. C'est sûr qu'un grand betteravier ou un grand céréalier du bassin parisien va gagner mieux sa vie qu'un petit éleveur ou même qu'un éleveur surendetté dans les Côtes d'Armor. Bon, il y a des disparités très fortes, donc des gros problèmes sociaux. Des problèmes sanitaires aussi, avec des agriculteurs qui sont plus exposés aux maladies de Parkinson, au lymphome, etc. Toutes ces maladies qui sont directement liées à l'usage des pesticides. Ils sont beaucoup plus exposés aussi aux risques psychosociaux, avec un taux de suicide des agriculteurs qui est bien plus élevé que le reste de la population française. Et puis, le problème sanitaire au niveau aussi pour les consommateurs, puisque, comme on l'a déjà mentionné, il y a toute une maladie liée à la malbouffe, augmentation des taux d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'allergies, etc., etc.,
plus l'anxiété que j'ai déjà mentionnée. Sur le plan éthique, je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, et si on est déjà en retard. Sur le plan éthique, problème de bien-être animal, problème d'utiliser des produits qui provoquent la déforestation, comme le soja massivement utilisé en alimentation animale, ou même l'huile de palme qui est utilisée dans l'industrie alimentaire. Bref, on a des problèmes éthiques qu'il va bien falloir se coltiner un jour ou l'autre. On a des problèmes aussi, alors je ne sais plus qui a évoqué, la beauté, la poésie, problème esthétique. Enfin, je veux dire, si on se retrouve dans des régions céréalières en France où on a perte de vue, on n'a pas un arbre. Je me demande comment les gens peuvent être épanouis en étant sur un tracteur avec à perte de vue des champs à labourer et pas plus de beauté, plus de choses, ou un éleveur qui le matin doit aller ramasser les cadavres des volailles qui sont entassées dans son hangar. Je veux dire, est-ce que c'est ça une vie épanouie, même si on est très professionnalisé et qu'on fait beaucoup de rendement? Je ne suis pas sûre. Bref, ça pose tout un tas de questions. Effectivement, alors on produit toujours plus, on a produit plus, les rendements ont augmenté, etc. Avec c'est souvent mis en avant l'idée de nourrir le monde. Et on parle de la vocation exportatrice de la France pour nourrir l'humanité, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on exporte, nous, en France? On exporte des céréales, qui sont d'ailleurs le premier poste de consommation des pesticides. Les pesticides en France, c'est 70% utilisés pour les céréales et 14% sur la vigne. Ce sont les deux principaux postes. Ensuite, ça s'utilise en verger, en maraîchage. Bref, les céréales, donc exportées au prix de notre biodiversité. On exporte quoi? On exporte principalement des céréales sur le marché européen, un peu vers les pays du Maghreb, qui là, effectivement, assurent une vocation de nourrir le monde. Et puis sinon, on exporte des produits de luxe chez les riches des pays du Sud ou aux États-Unis, vin et fromage. Donc, en gros, on ne nourrit pas le monde. Et dans un sens, je pense que ce n'est pas plus mal parce que de la même façon qu'on peut s'offusquer du fait qu'on s'appuie sur et je suis absolument d'accord, sur l'importation massive de soja pour apporter une ration protéique à nos animaux en élevage, autant, évidemment, il est plus logique de développer les agricultures de ces pays-là. Et par exemple, en Afrique, moi je connais bien l'Afrique pour y travailler sur différents projets depuis 25 ans, l'augmentation des rendements est constante et c'est une agriculture qui va se développer et qui peut s'améliorer, qui n'attend pas qu'on aille exporter sur leur marché pour nourrir le monde. Donc, effectivement, les crises de ce modèle sont multiples et pour en sortir, il faut évidemment… J'ai fait cet énoncé de ces différents problèmes liés à la crise parce que moi, je pense qu'il faut vraiment tenir pour répondre à cette crise tous les bouts en même temps. Il faut apporter des réponses systémiques à cette crise qui est multiple, multidimensionnelle, à la fois technique, sociale, etc. Et il faut bien savoir qu'effectivement, les réponses sur le plan agronomique, elles existent et elles ont été mises au point parfois par la recherche, plus souvent par des agriculteurs et des paysans sur le terrain, que ce soit des systèmes biologiques, que ce soit des systèmes économes autonomes, agroforestiers ou d'agriculture paysanne. On sait produire beaucoup plus proprement tout en continuant de produire. Mais l'idée, c'est de produire pas plus, mais moins, mais mieux, avec l'idée de systèmes de production qui sont beaucoup plus diversifiés, avec un recouplage production animale, production végétale, des associations, comme l'a décrit Bruno, des associations de culture, des rotations, des techniques d'utilisation des arbres, etc., etc. En tout cas, avec beaucoup moins ou pas d'utilisation de chimie, beaucoup moins d'utilisation d'énergie renouvelable. Et puis, par ailleurs, parce qu'effectivement, si on utilise moins de chimie et d'énergie renouvelable, eh bien, il faut avoir plus de main-d'œuvre. Et puis, plus de main-d'œuvre utilisée en agriculture dans une situation de chômage structurel, je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Et puis, des systèmes qui sont souvent un peu à plus petite échelle, quoique on peut faire de l'agroécologie sur de très grandes surfaces. Hein, ça se fait, j'ai plein d'exemples, notamment en Argentine, très intéressants, ou dans d'autres systèmes, on peut faire de l'agroécologie de façon très construite ou du bio sur de très grandes surfaces. Mais on peut avoir aussi des structures à plus petite échelle, notamment pour des raisons sociales, ça peut être plus intéressant.
et plus ancrée dans le territoire avec le développement des circuits courts, etc. Mais pas que, et je suis tout à fait d'accord avec Bruno sur ce point, on ne peut pas résoudre et nourrir des villes qu'avec les productions agricoles du département, c'est bien évident. Donc, le problème, c'est que ces solutions, elles existent techniquement, mais qu'elles ne sont pas assez soutenues, que ce soit par l'aval de l'agriculture, les acheteurs des produits agricoles, ni, et c'est le point que je vais développer moi, par les politiques publiques, parce que ces politiques publiques, elles ne prennent pas du tout à bras-le-corps ces questions. Elles changent très peu, ou elles changent à la marge, et elles changent principalement dans les discours. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la politique agricole commune. La politique agricole commune, pour le coup, elle a changé drastiquement à partir des années 90 et pendant tout le long des années 2000. On a changé drastiquement d'instrument, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus le prix garanti pour soutenir la production agricole, mais on utilise des aides directes. Sauf que on a changé d'instrument complètement, mais par contre, on a gardé, et tout le système de négociation a fait en sorte de bien garder et de conserver les effets redistributifs de cette politique, c'est-à-dire la façon dont cette politique redistribue le soutien entre agriculteurs, entre pays, entre agriculteurs, entre types d'agriculteurs. Donc, on a eu un changement des instruments, mais qui gèle en fait les effets redistributifs. Les paiements, en fait, ils sont accordés à l'hectare, sans couplage direct à la production. Donc, plus vous êtes un grand propriétaire terrien, plus vous touchez d'argent, sans d'ailleurs forcément avoir d'activité agricole comme activité principale. Donc, l'argent, il est alloué en fonction de la surface et principalement calculé à l'origine à partir des rendements de référence de l'époque des premiers changements. Donc, on a un gel, en fait, des disparités qui étaient liées à un système de soutien par les prix qui récompensait beaucoup plus les agriculteurs les plus productifs et les plus gros. Donc, voilà, donc on a effectivement ce changement dans la PAC, mais par contre, on a aussi un discours qui change avec la prétention de mieux intégrer les questions environnementales. En réalité, quand on regarde concrètement qu'est-ce qui se passe, eh ben, depuis 92, effectivement, on a des mesures agri-environnementales. Alors, à l'époque, en 92, à la première grosse réforme, eh bien, ça représentait 0,03% du budget de la PAC. Donc, vous imaginez bien que pas beaucoup d'incitation. Aujourd'hui, ces mesures agri-environnementales, elles représentent 6,3% du budget de la PAC. Donc, on reste très, très, très bas en termes de niveau d'incitation pour faire de l'agri-environnement, comme on dit. Donc, 6,3% dans le deuxième pilier. Et puis, alors, on a fait ce qu'on appelle du greening, c'est-à-dire de lier une certaine partie du paiement de la PAC à des critères environnementaux, mais ces critères sont tellement relâchés qu'aucun agriculteur, en fait, n'a vu ses aides diminuer sur des questions environnementales. Et on estime, ça a été fait par des collègues européens, à 3% seulement, 3% des soutiens de la PAC globaux, la partie effective de cette politique du greening. Donc, en gros, on se retrouve avec 9,3%, c'est-à-dire moins de 10% des soutiens de la PAC qui ont directement un effet environnemental avéré. Donc, autant vous dire qu'on est très, très loin de vraiment prendre en compte dans les politiques agricoles ces questions majeures, notamment environnementales. Et pour le coup, si on veut parler du bio, le bio, on a une politique qui est essentiellement une politique réglementaire de marché, c'est-à-dire qu'on a réglementé le marché du bio en disant ça c'est bio, ça c'est pas bio, et voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre en marché du produit bio. Mais ça s'arrête là. On a un soutien au bio, un soutien direct qui n'existe pas ou qui est très très faible. Il passe à travers les mesures environnementales. Ce sont des aides à la conversion qui sont vraiment très mineurs dans les soutiens qui sont accordés. On peut regarder d'autres types de politiques, alors non plus au niveau européen, mais au niveau français. Le programme Ecophyto, lancé en 2008 après le Grenelle de l'environnement, qui devait permettre, puisqu'on reconnaissait le problème majeur de la pollution aux pesticides, de diminuer de 50% le niveau d'utilisation des pesticides en 2015, à l'horizon 2015. Le résultat, ça a été une augmentation de 20%. Au contraire, donc même pas une petite baisse d'utilisation, mais on a continué à augmenter, et ça continue toujours d'augmenter l'utilisation des pesticides. Donc, ce n'est pas bien encourageant. Politique de la recherche, alors ça commence à changer petit à petit, mais c'est très très lent. Sur les 2000 chercheurs environ que comprend l'INRA, il y a on annonce
300 chercheurs qui pourraient potentiellement s'intéresser aux questions d'agriculture biologique. On a un programme, métaprogramme à l'INRAE sur le bio qui a été mis en place depuis 2-3 ans, qui représente 400 000 € par an. C'est rien du tout. On a vraiment les politiques de la recherche, mais c'est un paquebot énorme qui change, mais très, 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 très lentement. Alors ça commence, mais c'est vraiment marginal. Les politiques nutritionnelles, on pourrait imaginer, on a souligné les problèmes de la malbouffe, etc., et les problèmes sociaux liés aux maladies alimentaires, enfin, le fait que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., deviennent un marqueur social, c'est vraiment un problème. Eh bien, si on regarde les politiques nutritionnelles qui sont mises en place, c'est essentiellement des politiques informationnelles, manger 5 fruits et légumes par jour, le Nutri-Score, les bandeaux sous les pubs télévisées, qui visent essentiellement à responsabiliser le consommateur, à l'informer et à le responsabiliser en disant il faut mieux manger, et en gros, s'il est en mauvaise santé, s'il est gros, c'est de sa faute. Et ça ne prend pas du tout en cause ce que les sociologues de l'alimentation appellent l'environnement ou le paysage alimentaire, qui est que, en fait, l'offre, le consommateur, il est aussi confronté à une offre qui est construite par un certain nombre d'acteurs économiques. Et donc, ces politiques nutritionnelles, elles font peser la responsabilité et la culpabilité sur le consommateur individuel. Il n'y a pas de contrainte ou très peu sur les industriels. Et voilà, les politiques, les projets alimentaires territoriaux, alors ça c'est très très bien, ça a été évoqué, c'est très bien, mais là encore, bon, c'est une innovation intéressante qui permet aux acteurs du territoire de prendre en main leurs alimentations, mais en termes de soutien, c'est rien du tout. Il n'y a pas d'argent à la clé, c'est une politique de labellisation de projets qui est très bien, qui est d'ailleurs, ironie du sort, est apparue en fait dans la politique agroécologique de Le Foll au détour par hasard, un peu parce qu'il n'y avait pas, parce qu'une élue écologiste a fait passer cet amendement un peu au détour de la négociation sans que ça c'est passé un peu inaperçu. Et finalement, donc c'est 3 lignes dans la loi et ça a eu en fait un succès énorme sur le terrain qui montre bien qu'il y a une demande d'approche alternative, etc. Mais bon, il n'y a pas d'argent derrière. Et c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Et bien, moi, à mon avis, c'est tant qu'on ne fera pas le pas politique d'avoir à la fois une réglementation plus contraignante, là, pour le coup, moi, je pense que tant qu'on ne contraindra pas un certain nombre d'acteurs à changer de pratique, et notamment les industriels, on n'avancera pas. Bon, ben, on voit avec l'exemple des néonicotinoïdes que quand on commence à mettre en place des interdictions, c'est plus facile de les enlever après que de tenir bon. Donc, on a des soucis à ce niveau-là, mais il faut utiliser les capacités de la puissance publique à contraindre un certain nombre de choses quand il en va des enjeux majeurs de santé publique, mais même aussi de possibilités futures de pratiquer l'agriculture. Quand on n'aura plus de pollinisateurs, on ne pourra plus pratiquer l'agriculture. Quand on aura des sols complètement imbibés de pesticides, on ne pourra plus pratiquer l'agriculture. Donc, bref, donc il y a quand même des enjeux de santé publique, des enjeux pour les générations futures qui demandent d'utiliser un peu la contrainte. Et puis sinon, bien sûr, et sans doute au premier chef, utiliser des incitations. La PAC, c'est 9,3 milliards d'euros par an pour la France sur la période de 2014-2020. C'est 50, en moyenne, ça représente 50% du revenu des agriculteurs. C'est un levier énorme pour vraiment faire changer les choses. Et c'est même beaucoup plus pour certains. En fait, sans les aides, beaucoup d'agriculteurs auraient des revenus négatifs. Donc, c'est vraiment un levier pour faire changer les pratiques qui est majeur et dont il faut se saisir. Il faut plafonner les aides de la PAC pour faire en sorte que ce soit d'abord les petits agriculteurs qui en bénéficient et que si on est très très gros, eh bien, on peut considérer qu'on n'a plus besoin des aides. Et ça, c'est des propositions qui datent déjà des années 80-90. Mais bon, ça ne passe jamais au niveau du Conseil. Il faut coupler ces aides à la fois, bien sûr, aux pratiques, au respect de l'environnement, au respect du bien commun par les pratiques agricoles, mais aussi au nombre d'actifs sur les exploitations agricoles. Et on voit, par exemple, que les systèmes bio sont beaucoup plus utilisateurs de main-d'œuvre, bien sûr, puisque quand on utilise moins, encore une fois, d'énergie renouvelable, de pesticides, il faut remplacer par de la main-d'œuvre. Et donc, ça devrait être récompensé par l'argent public. Il faut mettre l'argent public sur les pratiques qui sont souhaitables, vu qu'il y a énormément d'argent public en jeu. Et à la limite, que ceux qui veulent continuer à produire ou à surproduire avec des pesticides le fassent, mais sans les aides publiques.
Il faut un peu de cohérence dans ces politiques publiques si on veut jouer cette transition, sinon on ne l'aura jamais. Et puis, avec cet argent, on peut aussi financer des programmes innovants comme les PAT, etc., mais de façon plus sérieuse. Alors, je pense que je n'ai pas le temps de développer sur pourquoi on ne le fait pas. Ça peut revenir peut-être dans la discussion, mais je ne veux pas être trop longue. Il y a plein de raisons qui font que ces politiques publiques ne sont pas changées et je pourrais y revenir si c'est demandé, si c'est nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ève. C'était passionnant. Je pense qu'on a eu 3 très, très belles interventions. Pour ceux qui ont posé les questions, je pense à Vincent et à Bernadette de la Clé des Champs, je vous propose que l'on vous envoie, si vous êtes d'accord, vous me ferez un petit mail, un petit message, si vous êtes d'accord, que l'on vous réponde par écrit suite à ce webinaire. Je vous propose, Gilles et Bruno, peut-être de réagir à ce qu'a dit Ève, qui était très, très, très dense. Bruno, voilà. Je vous laisse la parole et puis on arrêtera à 12h30. Voilà, parce que certaines personnes ne sont pas forcément disponibles. Moi, je suis nos deux collègues, hein, Bruno et Ève. Bruno, je le rassure, hein, Bruno, je ne suis pas du tout, moi, un collapsologue. D'ailleurs, tu le sais très bien, d'ailleurs. Hein. Moi aussi, je laisse de l'espoir aux gens. Je dis simplement aujourd'hui que vraiment, nous devons changer. Ayant travaillé très longtemps au Muséum d'histoire naturelle à Paris, où nous étudions l'évolution depuis très longtemps, je répète toujours la même chose. La vie, elle a 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Elle a subi les pires avatars possibles, et je vais rejoindre Ève aussi là-dessus, et c'est adapté, quand ça changeait à l'extérieur. Mais pour s'adapter, il faut changer. Et on ne change toujours pas, c'est ce qu'Ève a dit il y a quelques minutes. Voilà pourquoi ça ne change pas. Tant qu'on ne changera pas, eh bien ça n'avancera pas. Si on reprend les mêmes causes, on va avoir les mêmes conséquences. Donc, je suis entièrement d'accord avec la conclusion d'Ève. Hein, ceux qui veulent continuer à faire comme ils faisaient, de toute façon, ils ne continueront pas longtemps, Ève, parce qu'on ne voudra plus acheter leurs produits. Et je dirais souvent que notre seule carte de vote, bien meilleure que la carte de vote, c'est la carte de crédit. Qu'est-ce qu'on achète? Tout à l'heure, Vincent me disait, mais comment des gens pauvres peuvent acheter plus cher leur alimentation? Mais je ne l'ai pas présenté comme ça. J'ai dit qu'il faut que le système aide ces gens-là en mangeant bien, en les aidant, en s'alimentant correctement. Pourquoi une femme enceinte, quand elle est enceinte et qu'elle n'a pas les moyens d'acheter des produits qui sont un peu plus chers, ne serait pas aidée par un système pour manger correctement, être certaine que son fœtus aura un cerveau normalement développé. Vous savez, ça va pendant la grossesse et les 3-4 années du début, hein, quand le gamin se fait sa relation à son microbiote qui était là tout à l'heure. Et sur le climat, je pense que Bruno a bien répondu à la question. Hein. Il a bien dit effectivement qu'il faut qu'on tienne compte aujourd'hui de ce contexte-là. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on l'a évoqué sans prononcer ça, les fameux 4 pour 1000 qui avaient été évoqués à un moment. Et moi, je rejoins Bruno, évidemment. L'agriculture pourrait être un puissant levier de régulation, effectivement, non pas d'abord en utilisant beaucoup moins, effectivement, de systèmes de mécanisation. Moi, je suis Ève complètement, hein. Je suis d'accord avec elle, pas de coquelicot. Qu'est-ce qu'il a dans le crâne, le type qui est dans un énorme tracteur qui vaut 1 million d'euros, avec autour de lui, à perte de vue, rien. Et j'ai bien aimé la parabole de Bruno, tout est marron. Ben voilà. Donc alors on l'a dit, ramener de la matière organique dans les sols, de la biodiversité, pratiquement finalement ne jamais laisser les sols nus. Et je suis d'accord avec lui, il y a largement autant de responsabilités aux aspects mécaniques de traitement des sols que les aspects chimiques qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça, ça va en même temps. Alors, et je vais terminer là-dessus avec Ève. Pourquoi on ne change pas? Ben d'abord parce qu'on est quand même un réceptacle de lobby que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez, je travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise. Pour moi, c'est un des 4 piliers au changement. Il y aura la science, bien sûr, on est d'accord tous. Hein. Tout type de science, et bien sûr, y compris les sciences humaines et sociales. Un pilier scientifique. Mais là, j'ai été très déçu par les scientifiques pendant la crise de la Covid-19. Beaucoup se sont exprimés sans faire de la science, en donnant leurs opinions. Et je suis désolé, la science est tout sauf une opinion. Revenons à la réalité de ce qu'est le scientifique. Ensuite, bien sûr, le politique. On en a parlé, dans quelles conditions, comment on fait. Je suis entièrement d'accord sur les aides disproportionnées vers le productivisme qu'évoquait Ève tout à l'heure contre autre chose. Je suis d'accord avec Bruno, on ne va pas dépasser 20% de bio, hein, mais il y a plein d'autres choses que le seul bio tel qu'on l'imagine comme ça. Il y aura bien sûr les ONG. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il nous faut des ONG pour nous botter les fesses. Hein. Il y a des choses qui ont été révélées par les ONG, mais toutes les tricheries sur les moteurs, par exemple, les moteurs thermiques. Il faut des ONG, et plus elles sont virulentes, mieux c'est, pour secouer tout ça. Et puis enfin, 4e pilier, l'entreprise. On ne changera pas ceci sans le monde agricole.
Donc, il faut absolument que le monde agricole s'empare de tout ça. Encore une fois, hein, le truc le plus gênant pour moi aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que le consommateur accepte. Et le low cost a été prononcé par quelqu'un à un moment. On ne peut pas continuer. Les avions, c'est pareil. On vend 100 000 billets d'avion à 10 euros. Qui paye ça? Alors, on voyage beaucoup moins souvent. On se paye son billet d'avion au prix correct, correspondant à tout ce qu'on prend en considération. Et on reste un peu plus longtemps que 3 jours sur le lieu où on va. Tout est là. C'est pareil pour l'activité agricole. Mais il faut le faire avec le monde agricole, pas contre lui, bien sûr. Merci. Bruno? Bon, alors, il y a plein de choses à dire. Allez, 2 idées. La politique agricole commune est mal nommée. En fait, ce n'est absolument pas une politique agricole. Dès le départ, c'est une politique alimentaire commune. À ce moment-là, les gens avaient peur d'avoir faim. Il faut se rappeler qu'il y a eu quand même des tickets de rationnement jusqu'en 1948. Le préfet de police fixait le prix du pain jusqu'en 1986 à Paris, etc. Et donc, il s'agissait de dire, on veut nourrir les Parisiens, pour faire bref. Voilà. Mais en fait, attendez, même ça, ce n'est pas le vrai nom. En fait, si on veut être honnête, le véritable nom de la politique agricole commune, c'est politique industrielle commune. En fait, la politique agricole commune, c'est de la subvention à Renault et à Peugeot. Ça consiste à dire, si on veut encore des usines dans ce pays, on a vu que ça n'a pas trop marché puisqu'il n'y en a pas plus tellement, il ne faut pas payer trop cher les ouvriers, parce que sinon, il y a des millions de gens qui font ça pour beaucoup moins cher ailleurs. Mais quand même, comme on est en France, on se dit, il faut quand même qu'ils mangent. Et on a trouvé cette idée extraordinaire. On ne paye la nourriture qu'à moitié prix à la caissière du supermarché. C'est génial. Voilà, il y a forcément un truc pour que ça marche. Eh ben, en fait, on paye sa nourriture en 2 fois. La moitié à la caissière du supermarché, l'autre moitié sous forme d'impôts. Une partie de ces impôts vont à Bruxelles. Et Bruxelles recède aux agriculteurs pour qu'ils acceptent de livrer à la coopérative leur blé beaucoup moins cher que le coût de production. Bon, c'est un système comme un autre. Mais ça consiste à dire finalement, on ne veut pas trop augmenter les salaires, donc on veut de la nourriture pas chère, et de fait, ça a marché. Le poids de la nourriture à domicile, c'est passé grosso modo de 40% à 14% du revenu moyen. Donc ça a marché. Et au sens strict, il faut bien se rendre compte qu'on a payé intégralement son téléphone portable avec les économies sur la nourriture. Voilà. Bon, merci les agriculteurs. Bien. Donc, en fait, pourquoi pas? C'est un système comme un autre. On pourrait très bien dire, après tout, enfin, on veut 3 choses contradictoires. On veut la nourriture la moins chère possible. Mais alors, en Europe, on est écolo, on veut les meilleures normes environnementales. Ah, une petite contradiction. Et puis, il y a une troisième, c'est qu'on n'a pas fait d'Europe sociale. Et donc, dans les abattoirs en Bretagne, on paye les ouvriers au prix du SMIC breton. Mais enfin, il arrive qu'en Allemagne, on paye des Bulgares au prix de la Bulgarie, ou en Espagne, on paye des Marocains au prix du Maroc. Et au bout d'un moment, évidemment, mais c'est compliqué si on veut les 3 choses en même temps. Une politique sociale, une politique environnementale et les prix les moins chers du monde, c'est normal de casquer. Bon, alors, je ne comprends pas que maintenant qu'on n'a plus peur de manquer, on n'a plus envie de casquer pour la politique agricole. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est des énormes masses. Donc, c'est un levier énorme si on veut bien s'en servir pour faire le 21e siècle. Mais bon, finalement, il n'y a quand même pas que. Et moi, je voulais dire, finalement, le consommateur et le citoyen, il a quand même un truc génial. Regardez par exemple, mon épouse, elle est sans gluten. Bon, au début, pour aller chercher du sans gluten, c'était compliqué. Il fallait aller dans le super magasin bio, chevelu barbu, voilà, etc. Bon, maintenant, il y a du sans gluten partout. Bon, les supermarchés, de toute façon, ils vous vendent ce que vous voulez. Si vous voulez du sans gluten, ils en vendent, etc. Donc, finalement, à la fin des fins, qui est-ce qui commande? C'est quand même celui qui fait son menu, qui décide de ce qu'il mange et qui décide où est-ce qu'il l'achète quand même. Donc, c'est d'abord très culturel. Et je veux voir quand même 2 choses. Le Nutri-Score, génial. On ne sait pas ce qu'on mange, etc. Bon, ils écrivent des trucs tout petits, etc., etc. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, finalement, on a tous passé le bac en France. La moyenne au bac, on sait ce que c'est. Donc, on va faire la moyenne. Les bons points avec tout ce qu'il y a de bon, les mauvais points avec tout ce qu'il y a de bon. Et puis, on fait une moyenne et puis on met un code couleur. Bon,
moi, ça me paraît une avancée quand même géniale. Bon, alors là, on a vu les lobbies incroyables contre ça, etc. Bon, finalement, ça finit par se développer. C'est quand même vachement intéressant. Et il y a quand même des gens qui regardent maintenant un peu de quelle couleur c'est. Mais ça ne va pas assez vite. Alors, il y a 3 jeunes, tout d'un coup, qui ont dit « Oh ben c'est génial, on va prendre le Nutri-Score. Comme en plus on est bio, on va rajouter du bio, puis on va faire un logiciel, puis on va flashouiller les trucs. Yuka !» Mais c'est incroyable, il y a 16 millions de Français qui ont fait ça. Tout le monde voit au supermarché maintenant les gens qui flashouillent, etc. Bon, eh bien écoutez, ça, ce n'est pas une politique publique, etc. C'est tout d'un coup 3 jeunes qui, quelque part, ont une action considérable, puisque maintenant on voit des grandes marques de multinationales disent « Je change toutes mes formulations pour avoir la moyenne à Yuka ». C'est incroyable de se dire « Je veux avoir la moyenne à Yuka ». Bon, finalement, donc il n'y a pas que l'Europe, etc. Il y a nous. Et puis, maintenant, ce qu'il va falloir se dire, c'est « Je veux être informé aussi ». Non seulement s'il est riche sur la santé, etc., mais est-ce que je menace la planète avec ce que je mange? Et donc là, il commence à y avoir des outils. Par exemple, l'association Bon pour le climat, elle fait ça, un compteur. Je rentre des trucs et je sais combien de gaz à effet de serre. Et donc, finalement, le problème, il est totalement politique. Je suis d'accord avec Ève, mais il est totalement culturel. Et finalement, à la fin des fins, qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce que vous mangez à midi? Ça, c'est fondamental, c'est complètement révolutionnaire. Merci. Merci Bruno. François, tu veux ajouter quelque chose avant de donner le mot de la fin à Ève? Non, je trouve que ça a été très bien exposé. On va pas revenir sur la politique agricole commune, même si on peut quand même indiquer qu'elle fait des efforts, en tout cas dans le prochain programme 2021-2027, même si c'est à la marge, si c'est un tout petit peu corrigé, il me semble quand même que les accords en vue de la politique agricole commune vont dans le bon sens. Voilà. Mais c'est marginal, on est d'accord. Ce ne sera pas une révolution, ce sera une petite transition. Ève, vous faisiez non? Oui, parce que, est-ce que c'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend. Les récentes alors, le seul point d'optimisme sur la PAC, c'est le Green Deal, parce qu'effectivement, la Commission européenne a mis en place a annoncé une volonté de changer des choses de façon très importante dans l'orientation économique du projet européen. Donc là, il y a des points d'espoir et apparemment, le commissaire en charge a mis la pression sur les négociations qui sont en train de se terminer sur la PAC. Mais si on regarde du côté négociation de la PAC, non, mais vraiment, les experts sont absolument d'accord sur le fait qu'on est plutôt dans une régression par rapport à la dernière réforme. La réforme précédente était déjà une forme de régression, notamment sur les transferts entre piliers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais là, les experts, économistes, spécialistes qui ont suivi les négociations sont d'accord sur le fait qu'on est plutôt, a priori, sur l'accord qui a été fait au Conseil et au Parlement, sur une régression globale sur les questions notamment environnementales. Le seul point d'espoir, effectivement, il est à Bruxelles au niveau de ce Green Deal. Et si les politiques arrivent à mettre la pression sur la négociation pour faire un peu changer les choses, on aura peut-être quelques petits points positifs. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, le problème est politique, il est aussi culturel. Et ça veut dire que dans notre milieu de l'agriculture, il faut changer plein de façons de voir, les façons de voir de Monsieur Tout-le-Monde autour de nourrir le monde. Par exemple, il faut arrêter mais aussi la rhétorique du syndicalisme agricole autour de produire plus, autour de la compétitivité, autour de gagner des marchés à l'international. Ça, c'est un choix dont on a vu les conséquences. Et je pense que si on veut repenser le modèle, il faut abandonner ces idées-là. Il faut surtout produire mieux dans le respect des droits sociaux et de l'environnement et de la biodiversité. Mais c'est aussi changer le mental des chercheurs, par exemple.
exemple. Je veux dire, si on continue à sélectionner, à recruter des gens, mais ce n'est plus le cas, heureusement, qui vont être spécialistes d'une sélection d'un critère sur un gène pour améliorer telle croissance de telle volaille, on ne s'en sortira pas. Il y a vraiment une révolution cognitive dans les représentations de tout un tas d'acteurs, pas seulement les agriculteurs, mais aussi les chercheurs, mais aussi monsieur tout le monde autour de qu'est-ce que c'est l'agriculture, de qu'est-ce que c'est l'alimentation et d'où elle doit venir et de qui doit s'en saisir. Parce qu'il faut aussi, effectivement, moi je suis d'accord avec le fait que tout le monde doit s'impliquer dans ces débats-là. Et ça a été pendant très longtemps les questions agricoles alimentaires, des questions très techniques, complètement refermées entre quelques acteurs qui négocient entre eux. Maintenant, le citoyen s'intéresse à ce qu'il mange, s'intéresse à comment son alimentation est produite, et c'est très bien. Et il faut que de plus en plus de citoyens s'y intéressent, de plus en plus de journalistes à se regarder comment. Et peut-être qu'on peut effectivement amorcer un changement culturel dans ce sens-là, mais il va falloir aussi, et ça c'est le côté plus difficile, arriver à résister aux lobbies qui sont très forts. Lobby des firmes d'amont de l'agriculture, que ce soit le machinerie agricole ou les engrais, ou en particulier les pesticides qui développent des stratégies énormément, très actives, où ils ont des ressources énormes à mettre pour mettre en place des stratégies de façonnage du débat public. On a des grandes réunions où tous les commissaires européens, tous les ministres de l'agriculture vont, et qui sont organisées directement par Syngenta et le syndicat des grands propriétaires terriens européens. Je veux dire, on a une privatisation même des débats sur la PAC. Il y a des choses vraiment sur lesquelles il va falloir rendre les choses plus transparentes et lutter politiquement très fort. Et ça, je pense que c'est le gros morceau pour arriver à faire changer les choses. Merci beaucoup, Ève. Je vois que notre commensalité française a un impact sur nos auditeurs. Ouais, et donc, ce que je voulais vraiment vous remercier, on a eu 3 très, très belles interventions. Certains ont mis des messages très denses, éclairants, complémentaires. Et en fait, dans un futur débat, mon ami Laurent Aron précise qu'il faudrait peut-être intégrer le point de vue de l'adversaire, ce qui résiste dans la société, l'économie, les institutions, ce que vos intervenants expriment comme l'évidence et convergente voie à suivre, car c'est en comprenant mieux ces raisons que l'intelligence de ces sujets vitaux pourra se développer et se diffuser. Sincèrement, merci. On se retrouvera le 17 décembre à 17h pour parler de la suite de cette transition alimentaire. Vous retrouverez sur YouTube cette vidéo. Et vraiment, sincèrement, c'était intensément bon et bon appétit. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci beaucoup.